Pour en savoir plus sur la façon dont les Ukrainiens et leur gouvernement perçoivent cette guerre alors qu'elle entre dans sa 5e année, je reçois Eugène Tcholy, consul honoraire d'Ukraine à Montréal. Monsieur Tcholy, merci d'être avec nous ce soir. Bien apprécié. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, cette guerre atroce s'éternise bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé lorsque la Russie a lancé son invasion en 2022. L'armée ukrainienne et la population ont démontré leur force et leur détermination à maintes reprises. Mais combien de temps encore pourront-ils tenir bon et continuer à se battre? Bien, tout d'abord, je voudrais vous mentionner un fait qui est important à souligner. Le magazine britannique The Economist a publié en décembre 2025 un article à l'effet que depuis le début de la guerre totale en 2022, parce qu'on sait que l'invasion a débuté en 2014, mais depuis le début de la guerre totale en 2022, la Russie a conquis uniquement 1,45% du territoire de l'Ukraine. Alors, clairement, on voit que l'armée russe ne réussit pas à vaincre contre les forces armées de l'Ukraine. Et c'est pour ça que la Russie s'en prend de façon brutale contre les civils et les infrastructures civiles de l'Ukraine. Ouais, vous évoquez les pertes russes et justement là-dessus, selon le Center for Strategic and International Studies, la Russie aurait déjà perdu quelques 325 000 soldats pour un total d'environ 1,2 million de pertes militaires. C'est énorme. Vladimir Poutine, c'est clair, il semble prêt à envoyer toujours plus de chars à canon au front. Il n'a manifestement montré aucune volonté de mettre fin à cette guerre. De son côté, le président Zelensky insiste que le combat doit se poursuivre et l'Ukraine peut l'emporter. Alors, si l'Ukraine doit être plus forte afin de remporter ce combat, de quoi a-t-elle besoin concrètement aujourd'hui de la part de ses alliés pour poursuivre cette lutte? Bien, écoutez, tout d'abord, je pense que les accords, les négociations pour tenter de conclure des accords de paix qu'on a vus en 2025 ont démontré de façon très claire la différence entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine veut clairement la paix et la Russie veut clairement l'Ukraine. Et on a également vu que la Russie ne veut pas un cessez-le-feu parce qu'elle sait très bien que si la Russie arrête d'attaquer l'Ukraine, il n'y a plus de guerre, alors que si l'Ukraine arrête de se défendre, il n'y a plus d'Ukraine. Et ce que l'Ukraine a besoin concrètement, c'est un appui inconditionnel de la communauté internationale pour que le Kremlin comprenne qu'il est dans son meilleur intérêt de conclure un accord de paix juste. Il faut forcer la Russie pour atteindre ce résultat. La Russie ne voudra jamais volontairement conclure un accord de paix juste avec des garanties raisonnables pour l'Ukraine afin que ce genre de guerre ne se reproduise plus dans l'avenir. L'Ukraine a besoin de façon concrète l'aide de la communauté internationale et notamment des pays de l'OTAN pour pouvoir protéger son ciel, son espace aérien, de façon à ce que la Russie, on puisse contrôler et se défendre de façon encore plus efficace contre les nombreuses attaques aériennes de la Russie contre la population civile et les infrastructures civiles de l'Ukraine. En 2025 uniquement, la Russie a attaqué l'Ukraine avec plus de 54 000 drones de longue portée et 1900 missiles en une année. Et c'est clair donc que l'Ukraine a besoin de protéger son espace aérien contre ces attaques incessantes de la part de la Russie. On a besoin également de sanctions beaucoup plus sévères et avec peu d'échappatoires qu'on voit présentement où la Russie réussit à contourner beaucoup des sanctions qui ont été annoncées, déclarées et mises en place. Donc, des sanctions plus sévères et plus étanches. Je pense qu'il faudrait également convertir et confisquer
les 300 milliards d'actifs russes à l'étranger qui ont été saisis par divers pays et les remettre à l'Ukraine de façon à ce qu'elle puisse se défendre et ensuite se reconstruire. Ce montant est inférieur au coût que l'ONU, la Commission européenne et la Banque mondiale ont établi au début de l'année 2025, à l'effet que le coût total de la reconstruction de l'Ukraine va dépasser 524 milliards de dollars américains. Donc clairement, les 300 milliards d'actifs russes qui sont présentement gelés devraient être mis à l'Ukraine. Ils sont insuffisants pour couvrir tout le coût de la reconstruction, mais je pense qu'ils devraient être mis dans un premier temps pour que l'Ukraine puisse se défendre de façon beaucoup plus efficace et qu'elle puisse mettre fin de façon victorieuse à ce conflit en 2026. Vous avez évoqué les conséquences meurtrières de cette guerre. Évidemment, elle a été dévastatrice. Elle a bouleversé des vies, brisé des enfances. Elle a laissé des civils et des soldats mutilés ou morts. Évidemment, les cicatrices vont rester longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous décrire la manière dont, selon vous, cette guerre a transformé l'Ukraine et son peuple? Écoutez, c'est comme vous avez bien dit, je pense que on est choqué lorsqu'on regarde ce qui se passe. Les Ukrainiens sont clairement des victimes de nombreux actes de génocide commis par l'armée russe, dont des exécutions de civils, des viols de femmes et de jeunes filles, des déportations forcées d'enfants ukrainiens des territoires occupés de l'Ukraine vers la Russie. Alors, c'est clair que tous ces actes de génocide vont laisser des marques pendant de nombreuses années encore. Les enfants ukrainiens entendent des bruits, des alarmes et l'ONG Save the Children a estimé que depuis le début de la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine en 2022, les enfants ukrainiens ont entendu 4000 heures d'alerte aérienne, ce qui équivaut à 5 mois et demi d'alerte constante. C'est énorme. Beaucoup d'enfants en Ukraine sont obligés d'aller à l'école, de jouer et de dormir dans des sous-sols pour se protéger contre des attaques vicieuses de la part de la Russie, contre l'infrastructure civile de l'Ukraine, y compris les hôpitaux, les maternelles, les écoles, les églises, les stations de train et ainsi de suite. Donc, c'est clair que cette guerre va laisser malheureusement des séquelles pendant de nombreuses années. Je dis souvent, lorsqu'on me pose la question, que j'ai parlé il y a à peu près un an avec un entraîneur de soccer ici à Montréal qui me disait qu'il avait deux jeunes joueurs de l'Ukraine. Et quand je lui ai demandé comment est-ce qu'ils jouent, il me disait bien, ils jouent très bien, mais il y a quelque chose qui les distingue de tous les autres joueurs. Et c'est que peu importe à quel moment se situe la joute, y compris lorsqu'ils peuvent être avec le ballon devant un filet ouvert, ils sont figés lorsqu'ils entendent le bruit d'un avion. Et ils restent figés tant qu'ils entendent ce bruit. C'est ça des séquelles qu'on ne voit pas nécessairement, mais qui vont rester. Le peuple ukrainien paye un prix énorme aujourd'hui pour défendre son indépendance, pour défendre nos valeurs démocratiques et pour défendre l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe. Et c'est clair que l'Ukraine aujourd'hui empêche la Russie de déclencher la Troisième Guerre mondiale, car il est évident, et encore une fois, en 2025, vers la fin de l'année, ça a été démontré une autre fois que la Russie ira plus loin si elle réussit à prendre le contrôle de l'Ukraine
Et on l'a vu, encore une fois, comme je dis, lorsque la Russie a violé l'espace aérien de 7 pays de l'OTAN, dont l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne et la Roumanie. Eugène Chely, consul honoraire d'Ukraine à Montréal, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité.